Je dis toujours aux gens, si vous devez miser sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est sur vous, pas sur le reste. Voici en une phrase résumée la méthode Florian Hessig. Acteur et réalisateur, Florian Hessig vient tout juste de sortir son 6e long métrage au cinéma, La Tournée, avec une distribution de comédiens 4 étoiles. Thierry Lhermitte, Patrick Chenet, Richard Berry, Martin Lamotte. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de méthode, je pense qu'il y a juste de la volonté. Je pars toujours du principe que quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Rien ne prédestinait le petit garçon qu'il était à l'univers intouchable du cinéma. Lui, qui n'est pas fils d'eux, qui a grandi dans un petit village près d'Angers et qui a perdu sa maman à l'âge de 13 ans. Je pense qu'il y a toujours eu une volonté, alors peut-être plus effectivement après mes 13 ans, mais de vouloir m'échapper du monde réel. Florian rêvait d'être footballeur professionnel. Il sera un temps basketteur. Et puis, comme il le dit, le destin, à un moment, ça se force. Il faut juste se donner les moyens d'y croire pour que ça fonctionne enfin. On ne peut pas avoir la saveur de la réussite quand on n'a jamais échoué. Entre vous et moi, voici l'histoire d'un adolescent meurtri qui rêvait de transformer sa vie en comédie romantique. Très honnêtement, les choses qui se finissent mal ne m'intéressent pas du tout. Bonjour à vous, bienvenue sur Entre vous et moi, la chaîne qui libère la parole, et ça fait du bien de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur notre vidéo évidemment, sur YouTube, mais également en podcast sur vos plateformes préférées. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous, d'accueillir comme il se doit nos invités, et aujourd'hui un invité qui nous attend sur Entre vous et moi pour libérer sa parole. Bonjour Florian Hessig. Bonjour Dominique. Joie de vous, te recevoir. Oh, te, c'est très bien. Ouais, j'attendais, je disais vous par correction, mais oh non, le te est très bien. le tu me va Sinon, très bien. ça va être très très long. Bon ben, super de te recevoir. Et ravi d'être ici et que tu m'accueilles dans cette jolie émission et dans ce joli lieu. Merci. Comédien, réalisateur et scénariste. Il paraît. Et qui sort son tout dernier film là, en juin, c'est ça? C'est ça, La Tournée. La Ouais. Tournée. La Tournée, qui est une comédie haute en couleurs sur les coulisses d'une tournée cinématographique promotionnelle, donc Ah oui. avec tout ce qu'on peut rencontrer et tout ce qu'on peut vivre dans ce genre de moments. La face cachée du showbiz un peu. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, la phrase d'accroche, c'est le cinéma, c'est du rêve, le spectacle, c'est tout le reste. Ouais. Voilà. Ah, ça va être intéressant d'en parler. Oui, c'est assez rigolo. D'abord, je voulais vous lire et te remémorer ces quelques mots qui m'ont vachement touchée. Cher Dominique, je me permets ce petit message et je ne suis pas coutumier du fait. Pour vous dire tout le bien que je pense de votre émission, vos interviews sont criantes de vérité et de bienveillance, on a envie de se confier à vous, vraiment. En tout cas, si je devais le faire, nul doute que ce serait avec vous. Est-ce que c'est le moment où je vais regretter d'avoir dit ces dernières phrases je vais devoir me confier, alors c'est ça. Ouais, alors Non, mais déjà, on dit plus vous, on dit tu, On dit donc tu. on le refait avec tu. Voilà, faut refaire tout avec tu. C'est vachement sympa, ça fait plaisir en tout cas. Non, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de découvrir cette émission sur Instagram. J'avoue qu'on voit passer beaucoup de podcasts, d'émissions en tout genre qui me touchent pas spécialement. Enfin, il y en a qui sont très bien, mais c'est assez classique, avec des questions classiques, une promotion classique, voilà. Et là, j'ai vu plusieurs émissions, dont celle avec Delphine Vespizer. Et c'est vrai qu'il y a un espace de liberté où on peut parler, où c'est un échange, une conversation. Et tout est doux, tout est bienveillant, tout est chaleureux. Voilà, donc d'où ce petit message. Eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et c'est aussi pour ça que voilà, on a souhaité t'inviter, parce que on se connaît très peu. C'est vrai. Et pour autant, en travaillant sur toi, sur ton dossier, Oh là là. en préparant Et il est lourd. l'interview, eh bien, la bienveillance, la sensibilité et l'authenticité, je crois que ça te parle. Oui, c'est des valeurs qui me parlent, des mots qui me parlent. Je trouve qu'on est actuellement dans un monde, dans une société qui en manque cruellement, où on essaye de tout aseptiser, où chaque mot est pesé, où il y a plus de spontanéité, la sincérité beaucoup moins, parce que c'est facile d'être sincère quand on envoie un message comme ça en disant c'est bien, j'aime ce que vous faites, etc. Mais il n'y a plus de sincérité inverse. Les gens ont du mal à dire non, ça j'aime pas pour telle et telle raison, je trouve que ça manque de travail, je trouve que
Non, d'ailleurs quand on sort un film, quand on fait un spectacle ou peu importe, les gens qu'on croise sur les avant-premières, choses comme ça, la plupart du temps, tout est toujours parfait. Ça l'est moins dans les critiques qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou autres. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on gagnerait tous à être naturel et c'est pas grave de pas aimer quelque chose, on peut faire des choses bien, des choses moins bien. L'important c'est justement de prendre ses critiques, de prendre ses retours et de pouvoir progresser. Et le dire avec bienveillance. Exactement, surtout. Ouais. Surtout. Bon, on est parti pour la confession. Là c'est là où... Eh. Là je suis pas bien. Là je suis pas bien. Alors, né le 14 avril 87, je ne me trompe pas. Jusque-là, tout est bon. Ok, à Saint-Germain-en-Laye. Absolument. Ok, ouest de Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Quel âge donc? Parce que là, je me plante tout le temps. 37, bientôt 38. Ok, ok, très bien. Alors, tu as quitté Saint-Germain-en-Laye pour aller t'installer en famille près d'Angers. Près d'Angers. C'est ça? Oui, quand j'avais 5 ans. Ok, un petit village? Oui, qui s'appelle Seiches-sur-le-Loir. Ok, je l'avais écrit, mais je ne savais pas comment le prononcer. Ah oui, c'est pas... Oui, oui. Non, bah, Seiches-sur-le-Loir, effectivement. Ouais. Mais mes parents étaient fonctionnaires, ils travaillaient au service des impôts. Okay. Et ma maman a été mutée à côté d'Angers quand j'avais 5 ans, donc on a tous déménagé là-bas. Ok. Donc à partir de 5 ans, tu habites là-bas, tu m'évoques tes parents. Alors, maman s'appelle comment? Alors, maman s'appelait Claudine et papa Guy. Voilà. Très bien. Voilà, les deux sont décédés assez jeunes. Ma maman est décédée quand j'avais 13 ans, en 2001, si mes souvenirs sont... Enfin, le 2001, oui, donc j'avais 13 ans. Et mon papa, il y a 2 ans. D'accord. Voilà. Et des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs, alors 2 demi-sœurs, un demi-frère, puisque je suis le seul de l'union de mes 2 parents. Donc j'ai 2 demi-sœurs du côté de mon papa et un demi-frère du côté... du côté de mon papa et un demi-frère du côté de ma maman. Donc famille recomposée. Famille recomposée. Ouais. Quel genre de petit garçon étais-tu? J'imagine que tu l'as encore vu ton sourire. Et... J'ai toujours ce côté. Ouais, petit garçon. Alors ça dépend vraiment dans quel univers j'étais. En famille, j'étais plutôt très dynamique, très proactif surtout, très sportif, toujours plutôt dehors que derrière un bureau pour réviser mes leçons. Et à l'école, surtout avant le collège, etc., plutôt très timide, réservé, assez effacé. Le mieux, c'était qu'on ne me repère pas, c'était plutôt bien. Et comment t'expliques ce double visage, en fait? École, maison? Je pense que je suis très à l'aise dans les environnements où je connais les gens, où je me sens bien, en sécurité. Et l'école, ça n'a jamais été un endroit où je me suis senti vraiment à l'aise, je pense comme beaucoup d'ailleurs. J'étais bien, j'avais des copains, j'avais jamais eu de problème à l'école, mais non, c'était pas un environnement familier pour moi. Donc, plus je pouvais me faire oublier, mieux c'était. Et est-ce que ça explique aussi ton choix de te diriger vers une section sport-études, justement, où on est moins peut-être derrière le bureau dans une classe? Ah, sûrement, oui. Alors, la vérité, c'est que j'ai suivi mes copains qui passaient les sélections pour ça. Ah oui. Voilà, mais sinon, oui, je pense, de toute façon, plus je pouvais avoir de sport dans ma vie, mieux c'était. Voilà, bon, ce qui est juste embêtant dans cette section sport-études, c'est qu'il y avait pas moins de cours. Donc, voilà, ça s'ajoutait, on n'enlevait pas... Exactement, le rythme est hyper soutenu. Ouais, le rythme était assez soutenu. Mais non, franchement, c'était des bons moments. C'était des très bons moments. On avait juste une demi-heure pour manger, mais c'est tout. Sport-études en basket. En basket, exactement. Et c'est d'ailleurs vers le basket après le bac que tu te diriges, c'est ça? Puisque tu deviens un basketteur professionnel. Oui, je deviens basketteur après, même pendant mes études. Voilà, encore quelque chose qui est arrivé un peu par hasard, les opportunités de la vie. Bon, il y a eu la section sport-études, mais on ne peut pas dire que j'étais vraiment prédestiné à aller vers ce métier. Voilà, il y a eu des occasions, des sélections, des détections, où j'ai fini par être pris à chaque fois. Et puis, de fil en aiguille, on arrive là. Mais finalement, je pense qu'on en parlera après. C'est un petit peu comme le cinéma ou autre. Il y a beaucoup je sais, les choses n'arrivent jamais par hasard, mais en tout cas, je ne suis pas sûr que j'étais prédestiné à aller là-dessus. Ah oui,
Oui, je pense pas. Moi, je voulais être footballeur professionnel. Mais bon, comme j'avais un problème, c'est que j'étais pas bon au foot. Donc, mais ça se joue à rien finalement, mais j'étais pas bon au foot. Eh oui. Donc, et puis ma maman voulait pas que je fasse de foot quand j'étais petit parce que l'hiver il faisait froid et il fallait laver les vêtements pleins de boue. Donc le basket c'était mieux pour tout le monde. Ok. Et je sens qu'il y a une petite résistance là quand tu nous parles de ça. Ah oui, oui, parce que vraiment quand j'étais petit, alors il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant autour du foot. Dans les années 90. Mais oui, j'ai toujours aimé le foot. Comme je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'étais évidemment un grand fan du Paris Saint-Germain. Donc j'avais envie de jouer au foot. Et je voyais beaucoup de copains jouer au foot. Et j'étais un peu frustré d'être obligé d'aller faire du basket. Mais il paraît qu'on n'a jamais... Il y a beaucoup de basketteurs d'ailleurs professionnels qui préfèrent le foot que le basket. Tu as écouté ce qu'on te demandait de faire? Est-ce que j'ai écouté ce qu'on me demandait de faire? Oui, sûrement, parce que de toute façon, quand on a 5-6 ans et qu'on commence le sport, si mes parents ne voulaient pas que je fasse du foot, j'aurais pas pu, je ne pouvais pas en faire. Donc effectivement, oui, j'ai écouté, j'ai suivi. Et puis après, j'ai fait beaucoup de sports, parce que l'équitation, le tennis, le judo, enfin, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Mais oui, des sports pas trop salissants. Ouais. Et tu lui en as voulu à maman? Non. Non. Non, puis franchement, j'ai eu, je pense, une enfance très, 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 très chanceuse. J'ai été très épanoui, très aimé. J'ai eu la chance que mon papa soit à la retraite quand j'ai eu 5 ans. Donc il m'a accompagné partout. Tous les soirs, j'avais un sport différent. Ouais. Les week-ends, il y avait les compétitions, soit de basket, soit de tennis, soit d'équitation. Voilà. Ouais. Donc, non, je souhaite à tout le monde d'avoir l'enfance que j'ai eue. Et donc, jusqu'à tes 22 ans, tu poursuis ta carrière de basketteur professionnel dans différents clubs. Angers, à la maison, mais aussi ailleurs. Oui, Angers, à la maison. Oui, après, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu Auxerre, Gap, Plomeur, Charleville. Enfin, voilà, j'ai un peu voyagé. Sillonné, ouais. J'ai un peu voyagé. Et puis, à un moment donné, voilà, je me suis dit, il va peut-être falloir faire autre chose. Parce que c'est vrai que changer de ville tous les ans, c'est des métiers quand même qui sont assez précaires, où l'argent ne coule pas à flot, surtout que tous ces clubs-là ne sont pas au plus haut niveau. Donc c'est pas toujours simple de vivre de ça. Et puis on est quand même dans un pays, alors maintenant que les JO sont passés, on peut peut-être le dire, mais qui n'a pas de culture de sport. On sait mettre les moyens pour des événements, mais on ne sait pas perpétuer ces moyens. Alors peut-être qu'on vit au-dessus de nos moyens aussi, c'est possible aussi. Donc une adolescence sportive, une adolescence blessée aussi, meurtrie. Oui, par plein de choses. Par plein de choses, le décès de ma maman évidemment. 13 ans. À 13 ans. À 13 ans et puis très, très vite finalement parce que je me rappelle parfaitement de la situation. On est allé voir en famille dans un petit village à côté de Sèche. C'était un dimanche, une pièce de théâtre qui s'appelait Rouget le braconnier. J'ai encore le titre. Et ma maman se plaignait de douleurs au dos. Elle pensait même que c'était la personne derrière qui de temps en temps mettait des coups de pied dans la chaise. Ce qui fait qu'à l'entracte, elle a demandé à mon père de changer de place. Et en fait, les douleurs ont continué. Et à partir de ce jour-là, elle n'est plus du tout allée travailler. Et finalement, donc ça c'était mi-février, et elle est décédée début mars. Donc le 6 mars 2001. Donc c'est allé très très vite. Alors que bon, il y avait sûrement des signes avant, moi je n'ai pas ces souvenirs-là. Mais en tout cas, elle était visiblement en pleine forme. Donc un petit bonhomme de 13 ans qui perd sa maman. La vie prend un autre souffle. Oui, ça change beaucoup de choses. Alors, dans ce malheur, la chance que j'ai eue, c'est que, comme je disais, mon papa était à la retraite. Donc c'est beaucoup lui qui s'occupait de moi à la maison. Je rentrais tous les midis manger. C'est lui qui m'accompagnait au sport principalement. Donc ça a changé l'équilibre. Oui. Ça c'est sûr, ça a changé pas mal de choses. Mais mon père a toujours tout fait pour que moi, ça ne change pas grand-chose à mon programme, à mes activités.
Voilà. Mais oui, ça change beaucoup de choses. Et surtout, je ne suis pas sûr qu'à 13 ans, j'ai pris la mesure d'avoir perdu ma maman. C'est au fur et à mesure du temps que l'équilibre change, que les repères changent et qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'a plus qu'un parent. Et ça, c'est pas facile à appréhender. Et surtout, je crois que c'est le moment où les choses ont un peu changé dans ma vie parce que j'ai vu une phase que je n'avais pas forcément appréhendée chez les adultes, c'est la méchanceté des gens. Alors je ne sais pas s'ils sont méchants, je ne sais pas si les gens sont vraiment méchants ou maladroits ou malheureux ou je ne sais pas, mais je me souviens d'une phrase qui m'a marqué. Donc j'ai été à peu près 15 jours sans aller à l'école pour me remettre un peu de tout ça, mais je me souviens quand je suis revenu en cours donc au collège, quelques semaines, enfin 2 semaines après le décès de ma maman, il y avait des choses que j'avais pas, il y avait des cours que j'avais pas. Et je me souviens être allé voir ma prof de physique-chimie en lui disant que j'avais pas pu faire le devoir, etc. Et qui a dit devant toute la classe, d'une manière très froide, c'est pas parce que ta maman est morte qu'on va tout passer. J'ai trouvé ça un peu brutal. Un peu injuste et surtout que j'étais plutôt un bon élève, donc voilà, j'aurais éventuellement, je ne suis pas sûr que j'aurais plus compris, mais en tout cas, si j'avais été l'élève perturbateur de la classe, j'aurais éventuellement compris. Là, j'avoue que je n'ai pas trop compris. Voilà, et puis il y a des choses qui ont changé. Je bénéficiais, je me suis rendu compte que je bénéficiais aussi, ça reste une petite ville, donc une certaine bienveillance du corps enseignant. Qui, au moment après le décès de ma mère, a un peu changé, puisque, encore une fois, ma mère, c'était la perceptrice du village. Donc, moi, je n'avais pas conscience de tout ça. J'imagine qu'il y avait peut-être des professeurs qui avaient du mal à régler leurs impôts. Donc, ils devaient être assez indulgents avec moi à certains moments. Et quand ma maman n'a plus été là, bizarrement, il y a des notes qui ont chuté radicalement, alors que mon travail n'était pas différent. Mais voilà, donc... on apprend la vie. Oui. On apprend la vie. J'allais dire, dans tout drame, il y a des choses qui se mettent en place, en fait. Et peut-être qu'à 13 ans, tu as grandi d'une manière très rapide. Rapide, brutale. En fait, je pense qu'il y a des moments, il y a plein de gens qui vivent ça, notamment d'ailleurs dans le sport de haut niveau, de ne pas avoir d'adolescence, de passer de l'enfance à finalement être plongé ou immergé dans un monde d'adultes. Et c'est vrai qu'il y a une phrase, je sais plus qui l'a dite, mais on le dit souvent d'ailleurs, mais on n'apprend pas à devenir adulte. On n'apprend pas aux enfants ce que c'est de devenir adulte. On leur apprend à compter, à lire, plein de théorèmes divers et variés qui servent plus ou moins. Mais par contre, on ne leur dit pas tout ce que tu vis dans ton enfance. Alors, moi, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir une enfance très sympa. Joyeux. Voilà. Mais on leur dit pas, mais par contre, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est dur. Quel que soit d'ailleurs le niveau social, l'entourage ou autre. C'est ce que je dis, on manque cruellement de bienveillance, d'entraide, surtout, parce que je pense que si les gens avaient un peu plus d'empathie les uns envers les autres, il y a plein de choses qui ne nous coûtent rien au quotidien ou qui nous coûteraient rien de faire et qui pourraient en aider d'autres. Et finalement, c'est un cercle vertueux parce que finalement, tout le monde finit par céder. Et là, je trouve qu'on est de plus en plus dans l'extrême inverse. Et je me dis que je suis content d'être passé directement de l'âge adulte, de l'enfance à l'âge adulte, dans les années 2000, plutôt que maintenant. Ouais. Parce que je pense que là, c'est aussi particulièrement violent. Et la vie te fait par hasard, alors le hasard existe-t-il, ça c'est une autre question, mais te fait découvrir le monde de la télé grâce à un ami qui était en train de réaliser une publicité pour la télé. C'est ça. Je vois que vous avez bien travaillé, que tu as bien travaillé. Quand on me demande de préparer des choses. Oui, absolument. J'ai eu la chance de faire quelques plateaux télé quand j'étais sportif. Et donc, alors un ami c'est un bien grand mot, mais une connaissance qui réalisait des émissions de plateau, au moment où je lui dis que j'arrête le basket,
me dit ah bah tiens, je cherche des sportifs, je fais une pub en freelance, etc. Est-ce que ça t'intéresse? J'avais aucune notion de ce que ça pouvait représenter. Donc je lui dis oui, dans l'absolu, mais il faut faire quoi? Et il me dit bah, à part te balader en slip, pas grand-chose. Donc j'ai dit ah, ça a l'air sympa. Voilà, donc je lui ai envoyé des photos qu'il a proposées au client. Et puis quelques jours après, je me suis retrouvé sur mon premier plateau de tournage. Et j'avais aucune conscience de tout ce qu'il y avait autour. Comme finalement beaucoup de gens, quand on regarde simplement la télé, les films, les pubs, on voit ce qu'on veut nous montrer. Mais oui, j'étais assez surpris de voir, quand je suis arrivé, il y avait une 50aine de personnes, du matériel partout, pour une pub qui était censée durer 30 secondes. J'ai dit waouh, ah ouais, c'est quand même un sacré boulot. Et filmer un gamin en slip, quoi. Voilà, exactement. Ce qui était. C'était pour quel produit? C'était pour des caleçons. C'est ça, voilà. slip et caleçon. Exactement. Je ne sais plus quelle marque exactement, mais en tout cas, voilà, c'était assez drôle à faire. Mais c'est vrai pourtant, c'est vrai qu'en tant que sportif, on n'a pas trop de problèmes avec la nudité ou ces choses-là, puisqu'on est toujours ensemble dans les vestiaires, mais là, on se dit, c'est pas des gens de chez nous, ça. Et qui sont là, regardez, non, c'est mal éclairé, là, ça va pas. Là. Non, mets-toi à droite, mets-toi. Non, attends, tourne-toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc non, ça m'a un peu, ça m'a intrigué. Et je me suis dit, ouais, c'est quand même, je savais pas du tout à quoi correspondait chaque poste. Je me disais, mais à quoi servent tous ces gens pour avoir finalement 30 secondes à la fin? Et en fait, ils ont tous un rôle. Et de cette expérience-là, tu penses, est née ta curiosité à filer dans ce chemin-là, vers ce chemin de la création visuelle, artistique? Oui, moi j'ai toujours aimé créer, vraiment depuis tout petit. Depuis que je sais écrire, j'écris. J'ai encore retrouvé des choses dans des cartons. Alors, c'est pas des chefs-d'œuvre, hein, mais c'est assez drôle. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Je pense qu'il y a toujours eu une volonté, alors peut-être plus effectivement après mes 13 ans, mais de vouloir m'échapper du monde réel. Je me suis toujours dit, dans les films, le genre de films que je regarde, c'est souvent des comédies romantiques ou des films, oui, des drames sociaux, mais assez doux, où les choses se finissent bien. Très honnêtement, les choses qui se finissent mal ne m'intéressent pas du tout. Le fantastique ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'aimerais une vie qui soit une comédie romantique. Voilà, parce que, alors c'est peut-être naïf, fleur bleue, tout ce qu'on veut, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas exister. Puisqu'on sait être méchants les uns avec les autres. On doit savoir aussi être gentils les uns avec les autres, a priori. Donc je ne sais pas pourquoi on privilégie la première option. Mais voilà, donc j'ai toujours aimé écrire des histoires. Et c'est vrai qu'en découvrant un petit peu comment ça se passait derrière, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais la vie qui fait mal, tu l'as endurée. Oui. Donc autant créer une vie qui fasse du bien aussi, non? Oui, absolument. C'est ce que je pense que c'est à la fois une thérapie pour moi, d'échapper un peu à ce quotidien, mais j'ai aussi envie que les gens, quand ils voient mes films, passent un bon moment. Ça n'a pas d'autre. Alors ça, c'est ma vision du cinéma, de la télévision ou de tous les programmes. Je trouve que hormis le documentaire, qui doit apporter un autre regard, ou un regard bien précis sur un domaine ou sur une situation. Mais pour moi, le cinéma, c'est ce que font très bien les Américains, ça reste de l'entertainment. Ça doit être du divertissement. Je trouve, encore une fois, qu'en France, on a ce côté, il faut des sujets lourds. Alors, c'est bien, parce que ça fait progresser certaines causes ou autres. Mais moi, je ne vais pas au cinéma pour voir ça. D'ailleurs, la cérémonie des Césars en est un excellent exemple, quoi. Oui. Une cérémonie assez tristounette, oui. Un peu donneuse de leçons. Et le moment radieux solaire, ça a été le sketch de Dubosc. Le discours de Dubosc est extraordinaire. Voilà. Le discours de Franck Dubosc. En fait, il est à mourir de rire, mais il est émouvant. Exactement. En même temps, c'est ça qui est fort. Touchant. Parce que faire rire, c'est une chose, mais tout est drôle, il y a beaucoup d'autodérision et de recul dans ce qu'il dit, mais tout est vrai.
Il y a une sincérité, c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde rit et que tout le monde salue ce discours. Il y a une très belle vérité parce que pourquoi ne donnerait-on pas un prix à une comédie alors que c'est si difficile de faire rire justement? Je l'ai toujours dit, loin d'être le premier à le dire, tout le monde le dit, la comédie c'est l'art le plus dur. Faire pleurer, c'est très simple. Parce que même avec des comédiens moyens, un scénario moyen, il suffit de mettre une image un peu sombre, une musique un peu larmoyante et une situation et on se laisse tous prendre à ça. Par contre, l'humour, pour faire rire tout le monde en même temps, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. J'espère qu'on aura la joie de recevoir Franck Dubosc, en tout cas, sur ce fauteuil. J'espère pour vous. On adore. Et donc, une carrière qui débute à la télévision. Tu crées, tu scénarises ta première série qui s'appelle Autoroute Express, une série humoristique en 48 épisodes. En gros, c'est quoi? Alors, c'est une série courte. C'était la grande époque des séries courtes. Où il y avait ce qui cartonnait, c'était Caméra Café, des choses comme ça. Moi, j'étais un grand fan de Caméra Café. Et donc, le pitch, il est assez simple. C'est des épisodes de 2 minutes. C'est deux, je vais dire un gros mot, mais c'est 2 branleurs, dont un que je joue, que j'interprète, et qui se retrouvent à travailler dans une station-service l'été. Donc d'autoroute pour payer leurs études. Donc un peu lourd, dragueur. Ouais, dragueur, tout, oui, de petits cons, avec un peu plus con que l'autre, c'est-à-dire moi, donc je peux me permettre de le dire. Non, en plus c'est vrai qu'il y avait les deux pendants, il y en avait un qui était plutôt gentil mais un peu gauche, et l'autre qui était vraiment un mec qui se prenait un peu au sérieux, et bon, tout lui retombait toujours dessus, mais voilà, donc c'était assez drôle, évidemment. Moi, j'ai jamais... attendre, je ne sais pas faire. On a un point commun, je crois. Ben voilà, on a bien fait de se rencontrer. La patience, non, c'est pas... Non, c'est pas quelque chose de très intéressant. Ni d'épanouissant, ni d'enrichissant. Et donc, j'ai bien compris rapidement que en ne sortant pas d'école de cinéma, en n'ayant pas de formation pour ça, et en n'ayant finalement aucune volonté de me former à ça. Je me suis dit, si je veux faire quelque chose, il va falloir que je le crée moi-même. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai essayé d'apprendre, d'écouter, de voir un peu comment ça se passait. Et puis j'ai dit, on va se lancer dans l'écriture d'une série. Après, évidemment, personne n'en veut, jamais. De toute façon, quoi qu'il arrive, personne ne veut jamais de rien, par principe. Donc j'ai dit, c'est pas grave, j'ai un peu d'argent de côté grâce à ma première vie de basketteur, donc je vais financer et autoproduire toute une saison. Et je lui ai dit, une fois qu'on aura le produit, il y a bien quelqu'un qui voudra le diffuser. Et puis après, finalement, il y a des belles choses qui sont arrivées. Ouais, alors je fais un pas en avant, c'est-à-dire que 6 ans plus tard, je crois, la suite ou une autre série, en tous les cas, qui s'appelle À votre service, où là, à nouveau, tu produis, tu scénarises, et tu as des guests, donc pas n'importe qui, je crois. Il y a 85 épisodes de cette série, et le concept, c'est qu'il y a un guest par épisode. Un invité. Voilà, un invité. Donc il y a beaucoup de gens. Il y a Martin Lamotte, que j'avais rencontré sur Nos chers voisins quand je tournais dessus. Donc il y a Martin Lamotte, Samina Seri, Isabelle Mergo, Joy Esther, Gérard Hernandez. Je vais en oublier plein parce qu'il y en a tellement. Alors j'ai mis, pareil. Richard Boringer. Jean-Marie Bigard, Philippe Chevalier, Jean-Pierre Mocky. Oui. Pascal Légitimus. Oui, Pascal. Et tous les autres. Et tous les autres, voilà. Il y a eu Tex, il y a Géraldine Lapalus, Jean-Christophe Bouvet. Enfin, il y en a vraiment beaucoup de monde sur la série. Alors là, on a fait un pas en avant, mais en effet, le môme qui arrête sa carrière de basketteur, qui se lance dans une pub quasiment à poil, qui ensuite se lance dans la télé, qui n'a fait aucune école d'acteur ou quoi que ce soit, et qui se retrouve à jouer dans des séries, Nos chers voisins, Les mystères de l'amour, Scène de ménage. Tu m'expliques comment, en ne partant de rien, avec la seule volonté, j'allais dire, du cœur et des tripes, on arrive à créer ça? Même avec le recul, je ne sais pas trop. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Je pense qu'il y a juste de la volonté. Je pars toujours du principe que quand on veut faire quelque chose, on peut le faire. Je ne crois pas du tout j'ai vu récemment, on m'a envoyé une capture que j'ai repartagée
dans les choses les plus recherchées sur moi sur Internet, c'était Florian Essic, fils de. Ben voilà. Et j'ai dit, c'est quand même très bizarre. Et donc effectivement, contrôleur des impôts. Voilà, fils de contrôleur des impôts. Ça aurait peut-être pu aider s'ils avaient encore été en activité. Je crois que tu aurais pas mal de copains. Voilà, exactement. Mais là, ça m'a pas beaucoup aidé, j'avoue. Non, je pense que, honnêtement, et pour connaître ce qu'on va appeler aussi des fils de, c'est toujours dur en fait. Alors il y a des parents qui peuvent mettre, des proches, qui peuvent nous mettre le pied à l'étrier parce qu'ils sont dedans, parce que, pour plein de raisons, parce qu'ils sont producteurs, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont puissants dans certains domaines. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'en vérité, c'est dur pour tout le monde. À partir du moment où on fait des métiers concurrentiels, quel que soit le métier, le sport c'est dur, la télévision c'est dur, la presse c'est dur, le cinéma c'est dur. Dès qu'il y a de la concurrence, de toute façon, c'est dur. Oui, mais comment tu débarques, par exemple, au casting de Nos chers voisins? Le principe de ces métiers, pour moi, alors le talent, il en faut un petit peu, mais c'est du réseau. Il faut connaître les gens. Et ça, on ne le dit pas assez. Par exemple, dans les écoles de cinéma, on ne développe jamais le réseau, très peu. C'est-à-dire qu'on apprend à des comédiens à jouer, à des techniciens à faire leur travail, à réaliser, à prendre du son, à mixer, à scénariser. Mais quand tu sors de là, les gens disent « oui, je suis comédien, je sors d'école ». Ben non, là, ça commence. C'est comme quand on passe le permis de conduire. On t'a juste autorisé à conduire, mais là, maintenant, ça commence, l'apprentissage. Ouais. Et en fait, voilà, c'est du réseau, c'est rencontrer des gens. Et c'est pas du réseau, c'est toujours une notion négative. C'est pas le gros mot. Ouais. Voilà, c'est pas une notion de dire « faut que je rencontre des gens pour travailler ». Déjà, moi, j'ai la chance d'avoir ça en moi. J'aime rencontrer des gens qui vont pouvoir m'apprendre des choses. Juste m'apprendre des choses. Moi, j'adore passer du temps avec des acteurs comme Patrick Préjean, comme Patrick Chenet, comme Richard Berry, comme Martin Lamotte, parce que non seulement on rigole beaucoup, mais c'est des gens qui ont des carrières extraordinaires, mais au-delà des carrières, ils ont des anecdotes de vie incroyables et des parcours de vie extraordinaires. Encore une fois, maintenant, quand on parle de tous ces gens-là, Thierry Lhermitte ou... les acteurs de ton film, d'ailleurs. Exactement. On a l'impression, ils font tellement partie du paysage culturel que tout est normal. Mais quand on voit d'où ils viennent, le parcours qu'ils ont dû... Enfin, les choses qu'ils ont dû endurer, leur parcours de vie, tout n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Mais il faut les rencontrer, ces gens-là. Il faut que le chemin se croise. Oui. Quand on ne vient pas du milieu... Quand on n'est pas fils d'eux, quand on n'a pas forcément non plus des millions à dépenser, on fait comment pour celles et ceux qui nous écoutent? Comment fait-on pour construire son réseau? Il paraît que quand on n'a pas de moyens, on a les idées. Donc non. En fait, le destin, à un moment donné, ça se force. On ne va pas se mentir, il y a un investissement, qu'il soit humain ou même financier. Ouais. Au départ, je pense que c'est dur d'arriver à créer des choses avec vraiment zéro. Moi, comme je disais, j'ai eu la chance de partir déjà avec un petit pécule financier de mon précédent travail, donc ça aide énormément. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours eu la volonté d'entreprendre. Et à partir du moment où on entreprend, rencontrer des gens est beaucoup moins dur. Il y a plein de gens qui m'ont dit non, etc. Mais la plupart très gentiment. Soit parce qu'ils ne sont pas libres, et puis il faut aussi savoir, c'est ce que je reproche un peu aux gens souvent, à quel niveau on se situe. C'est pas parce que je vais proposer un rôle à une grosse tête d'affiche qu'elle est obligée de me... Julia Roberts. Je ne lui ai pas proposé, mais si elle nous regarde, on peut se parler. C'est ça. Donc les gens ont le droit de dire non. Bien sûr. Je sais où je me situe plus ou moins dans une certaine hiérarchie, si tant est qu'il y en ait une. J'attends pas à ce que les gens me disent oui. Et de toute façon, je pars du principe qu'on est dans une société où le non est normal. Quand on finance un film, quand on cherche des financements, 99% du temps, c'est non. Et c'est normal. Finalement, personne ne me doit rien, personne ne doit rien à personne. Mais il ne faut pas se focaliser sur le non. Ce qui est important, c'est d'aller chercher un oui. Le non, il n'y a pas d'intérêt. Le non, ok, on l'accepte, c'est non, voilà. Mais il faut l'accepter, le non. Alors, tu te prends des portes. Oui. Tu reçois des noms. Oui. Et des noms. Et des noms en cascade, jusqu'au oui. Qu'est-ce qui fait que tu as cette force d'y croire, cette abnégation? Est-ce que c'est ton passé de sportif? Est-ce que c'est justement ce sentiment de « j'y vais jusqu'au bout,
je transpire, j'y vais avec mes tripes, et même si je tombe, je me relève? Ouais, j'ai un côté jusque-boutiste, enfin j'ai pas un côté, j'ai 100% ce côté jusque-boutiste. Je me lance pas dans tout et n'importe quoi. Par contre, quand je me lance dans une chose, ça doit aller au bout. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors, sauf exception, et l'idée c'est pas d'emmener tout le monde dans le mur quand on voit que ça n'ira pas au bout. Mais c'est assez rare. Et oui, c'est ce que je dis, le sport est une bonne école pour ça, parce que à l'inverse d'autres métiers, même du cinéma, on peut ne pas être très bon, et finalement, on peut être mauvais sur 17, 18, 19 prises, on va prendre la 20e qui était bonne. Donc, c'est pas grave. Dans le sport de haut niveau, One shot. t'es pas bon, t'es pas bon. Au théâtre, t'es pas bon, t'es pas bon. C'est des choses qui se vivent en direct. En plus, la critique, elle est en direct. C'est vrai qu'un film au cinéma, souvent, il a été tourné 1 an ou 2 avant. Alors, la critique négative, elle est jamais plaisante, mais on est souvent passé à autre chose. Voilà. Et on sauve pas des vies non plus. Et on sauve pas des vies. Alors ça, Ouais. ça c'est mon expression préférée. Mais même dans le sport, voilà, c'est quand même sympa. Comme il faut pas se prendre la tête. Quand je vois beaucoup de mais l'image un petit peu. Mais là, ça va. Je pense que ton chemin est inspirant, peut-être certainement pour celles et ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que y croire, ne pas venir d'un chemin préconçu, prédestiné, peut-être plus facile, mais de se dire que finalement, quand on a un rêve en tête, on peut y arriver, peu importe l'endroit d'où vous venez, le niveau d'où vous venez. C'est ça ton message aussi, de faire comprendre peut-être, et je sais que tu vas souvent dans des collèges, dans des lycées parler aux mômes, croyez en vous, ne laissez jamais personne vous dire que c'est impossible. Oui, et je vais même plus loin, tout le monde vous dira que tout est impossible. Surtout actuellement. Parce qu'on limite tout et il y a de moins en moins de perspectives. Et je dis toujours aux gens, si vous devez miser sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est sur vous, pas sur le reste. Parce que personne ne misera jamais sur vous. Et c'est normal. En fait, j'essaye de faire passer ce message. Parce qu'on dit toujours, il faut croire en soi, parce que personne... Oui, mais c'est normal que personne ne croit en quelqu'un. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne m'a jamais posé de problème que les gens me disent, non, mais il ne faut pas faire ça, tu n'y arriveras pas, non, ça, c'est pas pour toi. Il n'y a aucun problème, puisque par essence, quand on démarre dans quelque chose ou quand on a un projet, c'est qu'il n'y a pas grand-chose avant. Et combien de projets se sont montés avec des gens qui ont mis des années à les monter et qui sont devenus des choses cultissimes ou très importantes dans nos sociétés actuelles. Donc je pense que les plus gros projets, et là je parle d'un point de vue général, pas que culturel, cinématographique ou autre, ne se montent jamais dans la facilité. Sinon c'est que c'est des projets qui sont mineurs. Les projets qui se montent facilement sont jamais des choses qui laissent de grandes traces. Bah, tu vois, entre vous et moi, c'est ça. Ça résonne tellement. Exactement. Incroyable. Ben, c'est ça la vie. Ouais. La vie, c'est qu'il faut oser, il faut entreprendre, il faut se prendre des portes, il faut souvent échouer parce qu'évidemment, il n'y a que les réussites qui sont mises en avant. Enfin, que les réussites qui sont mises en avant et on aime bien rappeler les échecs à certains moments, mais je ne pense pas qu'on puisse réussir. De toute façon, on ne peut pas avoir la saveur de la réussite quand on n'a jamais échoué. Et ça, c'est la phrase. On la note. Tu la notes, Franck? Il faut échouer, et il faut échouer beaucoup, parce qu'on n'apprend pas des succès, on n'apprend rien d'un succès. Échouer, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, ce que ça veut dire l'échec. En tout cas, toi, tu as tracé ta route. À 38 ans, tu en es à 5 longs métrages. Je mets mes lunettes. Le casse des casses en 2014, La légende 2018, L'instant présent 2021, Le défi de Noël 2022, Face à face en 2023 qui n'est pas sorti encore, et La tournée qui sort, là, tout juste. Ça fait 6. Ça fait 6. Ok, ça va, j'ai toujours eu du mal en maths. Voilà quoi. Des longs métrages qui passent au cinéma, et pas avec n'importe qui, puisque tu as tout de même des énormes têtes d'affiche. Ça veut dire que toi, Florian Hessig, tu prends ton téléphone, tu dis à l'ermite « Salut Thierry, je voudrais que tu joues dans mon dernier film. » Je sais pas si je dis « Salut Thierry », tu voudrais pas vraiment... Bonjour monsieur l'ermite. C'est un peu plus ça au départ. En fait, oui, c'est ça. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir eu notamment La légende qui m'a ouvert beaucoup de portes puisque ça avait été sélectionné à Cannes
section Cannes Cinéphile. C'est un film qui s'est beaucoup exporté, qui a été multidiffusé en télé. Donc c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes. Il y a un avant et après ce film. Mais c'est toujours ça, quand on part d'un projet, moi je pars toujours d'une feuille blanche où il n'y a pas un euro sur le projet, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je pense d'ailleurs que, même si j'adorerais faire des films peut-être à 15, 20, 30 millions d'euros, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'adore partir de rien. Parce que c'est ça, moi, qui me passionne. En fait, le tournage, quasiment, c'est la récompense, c'est le petit truc. Mais c'est tout ce qui est avant qui me passionne. Parce que le challenge, c'est de rien avoir et d'arriver à monter ce tournage. Et donc, comment on fait? Oui, moi, quand j'écris, je pense à des gens que je connais déjà, à certains que je ne connais pas. Thierry, je l'avais contacté pour plusieurs projets et où ça ne s'était pas fait. Voilà. Et là, quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit « Ok, on se voit, on en parle ». Et on s'est vu, c'était à l'été d'avant, donc 2022. On s'est vu à l'été 2022, on a bu un verre ensemble, on s'est marré pendant 1 heure. Et à la fin, il a dit « Ok, je le fais ». Ah ouais. Donc, l'humain. Exactement. Le lien. Ouais. Et c'est ce qu'on a beaucoup, c'est pour ça, on me dit toujours dans mes films, mais tu travailles, j'aime pas trop ce terme, mais beaucoup avec l'ancienne génération, plus qu'avec les gens de mon âge. Et je le revendique, j'adore. J'adore parce qu'il y a ce côté-là, c'est curieusement, ces gens-là sont des énormes têtes d'affiche, avec des millions d'entrées, qu'on peut rien approuver à personne. Et finalement, quand on les contacte, c'est OK, on se rencontre, on voit. Alors qu'avec peut-être ma génération ou autre, tout est très compliqué. Attaché de presse et différents. Et agents, et 50 intermédiaires, et pourquoi vous voulez le rencontrer? Et donc c'est très pénible, et pour moi, quand il n'y a pas d'humain, il n'y a aucun intérêt à aller plus loin. Ouais. Patrick Chenet, Richard Berry, Thierry Lhermitte, Dominique Fro, Martin Lamotte, j'en oublie. Martin Lamotte, c'est un fidèle depuis le début. Martin s'est rencontré brièvement sur Nos chers voisins, donc en 2014. C'était son fils. Voilà, exactement. Puis c'est quelqu'un, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est ultra travailleur sans jamais se prendre au sérieux. Tout est précis, et on se marre du début à la fin. Alors justement, puisqu'on on parle de la tournée, est-ce qu'il n'y a pas non plus une volonté pour toi de désacraliser ce monde, finalement, du cinéma qui se prend un peu la tête et que derrière les beaux sourires, les belles phrases, les beaux gestes, il y a aussi des humains qui font aussi chier, quelquefois, et qui se prennent un peu pour des stars qui ne sont peut-être pas forcément des stars au quotidien, non? La grande famille du cinéma n'existe pas. Il n'y a pas de grande famille du cinéma, mais comme je pense qu'il n'y a pas de grande famille dans beaucoup de corps de métier. Il n'y a pas de grande famille du journalisme non plus. Voilà. Je te l'accorde. Voilà, mais c'est pareil, dans le sport de haut niveau, il n'y a pas grand monde qui va monter au créneau quand un entraîneur se fait virer, par exemple, de manière tellement injuste, parce que je ne prends pas la défense des entraîneurs forcément, mais ça reste quand même des joueurs qui sont sur le terrain. Une grande lâcheté aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, ou peut-être qu'elle a toujours existé. Je pense qu'elle a toujours existé, mais qu'effectivement, on est encore une fois dans une société où c'est de plus en plus dur d'avoir un emploi. Donc, on a toujours tendance à se replier sur soi et à dire « bon, moi, ça va, c'est dommage pour les autres, mais c'est comme ça ». Donc là, c'est un acteur qui part en tournée avec sa troupe, c'est ça? Ouais, alors le pitch, c'est en fait, à la base, c'est Patrick Chenet qui incarne Marius de Villeduc, qui est une grosse tête d'affiche du cinéma dans les années 80. Sur le retour, là. Voilà. Et qui traverse depuis quelques années un petit peu le désert, en long, en large, en travers, qui harcèle son agent pour avoir du boulot, qui est joué par Richard Berry et qui, évidemment, n'a rien pour lui. Et qui va profiter d'un réalisateur que je joue, que j'interprète, Richard Favard, qui cherche une tête d'affiche pour son prochain film. Mais le deal de ce tournage, c'est qu'il va toucher qu'une partie de son cachet sur le tournage, donc la moitié, et la deuxième moitié, c'est à la condition qu'il fasse toute la tournée d'avant-première. Et donc là, on va partir effectivement 1 an après le tournage sur les routes de France. Au contact des gens. Voilà, et donc ça va être une tournée haute en couleurs. Et ce film est inspiré, pour ne pas dire quasiment, c'est quasiment des faits réels, pas sur tout, mais voilà, il y a les scènes que joue Thierry Lhermitte, c'est des scènes qu'on a vécues, quasiment mot pour mot.
Voilà, en rencontrant les exploitants, la presse locale. La presse locale, si la presse locale faisait le même travail que toi, on n'aurait pas ce problème. Je ne citerai pas le nom du comédien qui était avec moi, mais qui est très connu. Et on se retrouve dans une avant-première avec un journaliste de la presse locale. Cet acteur a 75 ans maintenant. Donc, il est connu depuis une cinquantaine d'années. Il a dû faire une centaine de films. Des téléfilms, j'en parle même pas. Et lui demande si se lancer dans le cinéma à son âge, c'est pas un peu tard et si c'est un projet de reconversion. Oh là. Donc au début, moi, alors, je me marre, on pense que c'est une blague, mais non, c'est pas une blague. C'était pas Raphaël Mezrahi? Non, on en aurait pu penser, mais c'était pas Raphaël Mezrahi. Et on n'a jamais vu la vidéo diffusée, donc... Ouais, non, il y a beaucoup... En fait, on se rend compte vraiment que les gens s'intéressent plus à rien. Alors, moi, je dirais que c'est pas forcément la presse locale, malheureusement la presse nationale aussi. Je pense que c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, on n'écoute plus les gens. En fait. Oui, c'est ça. Et qu'il y a une volonté de se mettre en avant. Quand tu es journaliste, c'est toi d'abord et l'invité après. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Et peut-être aussi que ce film que tu mets en place, peut-être peut remettre aussi cette expression, l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se dire, les gens qui nous regardent, ce sont eux. Ce sont les gens vers qui tu vas et à qui tu vas proposer ton film. Et c'est eux qui nous regardent en fait. Tout comme ici, les gens qui nous écoutent, voilà. Et c'est pour eux qu'on fait cette émission. Et moi, je pense que si on mettait de l'humain, et c'est exactement ce que tu fais, et je pense qu'il n'y a pas de hasard, et c'est aussi pour ça que tu es là, en fait. Et ça me permet de rebondir aussi sur d'autres films que tu as fait, notamment le film L'Instant Présent, qui est un film, j'allais dire à nouveau, très inspiré, très inspirant, qui parle d'humain, qui parle de souvenirs, qui parle de ce passé qui s'étiole. Et si je ne me trompe, je crois qu'il a été inspiré par ton papa, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. Oui, tout à fait. Vous avez bien cherché, hein. T'as bien cherché. Oui. Oui, en fait, mon papa a été diagnostiqué de cette maladie d'Alzheimer en 2015, je crois. 2014-2015. Et là, il y a tout un univers qui s'effondre et un autre qui va s'ouvrir. C'est un petit peu comme c'est une maladie, hein, donc c'est comme dans n'importe quelle maladie. Il y a le moment où on ne veut pas voir. C'est-à-dire que mon papa, on se rendait compte quand même depuis quelques mois que tout n'était plus tout à fait cohérent. Alors, il pouvait tenir une conversation, il pouvait faire des choses, mais il y avait de plus en plus d'oubli. De temps en temps, on voyait qu'il sortait d'une conversation avec des propos un peu incohérents, mais c'était très court, ça durait quelques secondes, et puis comme mon père a toujours eu beaucoup d'humour, dès qu'il se rendait compte qu'il devait dire n'importe quoi, il partait sur une blague et tout repartait. Et puis, je ne sais pas si j'ai eu la volonté, moi, de ne pas voir ça, ou voilà, toujours est-il que... comme il a toujours été un peu tête en l'air, un peu machin, ça ne m'a pas plus alerté que ça. Puis il était quand même assez âgé, donc on s'est dit c'est plutôt normal. Voilà. Et puis un jour, non, c'est un peu compliqué quand il y a plein de choses. On dit quand on lui demande, quand il nous demande si on veut boire quelque chose et qu'il nous sert du liquide vaisselle ou des choses comme ça, on dit oula, là il y a quand même un problème. Il y a quand même deux, trois choses. Il vivait toujours à Sèche-sur-le-Loir, donc on avait des voisins aussi qui m'appelaient parce qu'ils l'ont retrouvé 1 ou 2 fois dehors en pleine nuit, en disant qu'il allait chercher le pain, mais à 3h du matin. Voilà. Donc à ce moment-là, on part dans un processus qui est très compliqué parce que on n'a pas de pouvoir officiel sur la personne. On n'a pas spécialement envie. Moi, je n'avais pas spécialement envie d'avoir la responsabilité de mon papa, mais ce n'est pas le côté responsable. C'est dur d'inverser les rôles, en fait. On devient le père de son père. Donc, c'est assez compliqué. Puis, j'estimais aussi, je me dis, mais en fait, est-ce que tout va m'arriver avant 30 ans ? Est-ce que le but, c'est que tout m'arrive avant 30 ans ? Parce qu'après, je risque de m'ennuyer un petit peu dans ma vie. Mais
voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses positives qui me sont arrivées très tôt, beaucoup de choses négatives aussi. Il dit après, la vie va être longue quand même. Mais donc s'enclenche tout un process. Pendant un moment, il y a des solutions alternatives où il y a des aides à domicile qui viennent tous les jours, faire le ménage, faire les repas. Bien sûr. On met en place, il y a des associations formidables d'ailleurs qui, dans la journée, vont venir le chercher, lui faire des activités. Donc il y a plein de belles choses. Sauf qu'il arrive à un moment donné, on arrive au bout du bout, où la personne ne peut vraiment plus vivre toute seule, où on n'a pas 15 ou 20 000 euros à mettre par mois dans des gens qui restent 24 heures sur 24. Il y a aussi un jardin, une maison à entretenir. Donc tout ça devient compliqué. Et c'est le moment où, alors on a anticipé évidemment avant, mais on a mis à peu près 1 an. Je pense que j'ai rempli une centaine de dossiers pour des EHPAD, des maisons de retraite, etc. Et ça a mis 1 an à ce qu'il y ait une place qui se libère, parce qu'en plus il faut une unité Alzheimer, donc protégée. Tous les EHPAD n'en ont pas et les places sont assez limitées. Voilà, et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a trouvé un EHPAD à Paris, dans le même arrondissement que moi, à 300 mètres de chez moi. Donc voilà, et il est arrivé à un moment donné où tout ce qui comptait pour lui, c'était... il a toujours été très sociable, donc avoir plein de gens autour de lui. Donc il ne se rendait pas compte qu'il était dans un milieu médical. Il y avait du monde avec lui. Moi, j'allais le voir très souvent, tous les week-ends, la semaine. On passait du temps ensemble. Donc c'était plutôt chouette. Mais c'est marrant parce que, je dis c'était plutôt chouette parce que son père, je pense sa mère aussi, mais là je parle vraiment de mon père, c'est toujours, quand on est jeune, c'est le socle, c'est le rocher, c'est quand ça va pas, c'est même quand on est adulte, c'est à lui qu'on se confie, en tout cas moi, j'ai toujours été très proche de mon père. Et voilà, et là, on voit la personne qui nous a tout appris, qui ne sait plus grand-chose, vulnérable, et en fait à la merci de tout. Ça m'a un peu traumatisé parce que on se dit, c'est là où on se rend compte, on voit plein de choses aux informations, la maltraitance des personnes âgées, ce qui n'a pas été le cas pour mon papa, mais on se dit effectivement, si on tombe sur quelqu'un de malveillant, il n'y a aucun moyen de se défendre. Et moi, c'est ce qui m'a un peu plus perturbé. Quand on arrive à un moment où il n'arrive plus à marcher. C'est un cycle de vie. Hein. Ouais. On est enfant et on redevient enfant. Absolument. C'est terrible pour les enfants. Oui, il y a il y a vraiment un côté très, très bizarre. Et finalement, je crois que c'est la période. Je m'étais, alors éloigné entre guillemets, parce qu'il a toujours été proche, mais il y a toujours un moment où on veut s'émanciper. Il y a un moment donné où voilà, les parents, oui, je te rappelle, on connaît tous. Et puis finalement, cette période nous a beaucoup rapprochés. On a retrouvé la relation d'avant, en fait. Et je trouve que c'est des choses importantes. Il faut profiter des gens tant qu'ils vont bien, tant qu'ils sont en bonne santé. On se prend toujours la tête pour des broutilles. C'est quand je vois les histoires de famille, les histoires entre amis, tout ça me paraît souvent d'un inintérêt. Ça n'a pas beaucoup de sens de se fâcher pour ça. La vie, c'est court, hein, c'est un battement de cils. Choisir la vie aussi, choisir le côté de la vie. Il y a cette photo que tu as postée sur Instagram. Une photo, c'est rien, mais c'est aussi beaucoup. Une photo où tu es avec ton papa. Un moyen de toujours conjuguer son passé au présent. J'aime cette photo, un moment de vie simple, léger et heureux, le temps où je pouvais poser ma tête sur ton épaule. Un temps révolu, une seule chose ne change pas, l'amour que j'ai pour toi, papa. C'est ça, en fait. C'est que la vie, c'est maintenant. C'est pas hier ni demain. Ouais. C'est là, l'instant présent. Et l'instant présent, exactement. C'est maintenant. Et on regarde souvent en arrière, on pense souvent au futur, mais tout ce qui se passe là, on n'y pense jamais. Et il y a des êtres sur cette terre qui nous le font... qui nous le rappellent tellement bien, c'est les animaux, qui eux vivent et kiffent cet instant présent. Tu parles de tes chevaux, mais je sais aussi que tu as vraiment embêté tes parents quand tu étais petit parce que tu achetais des poules, des lapins, enfin tout ça. Mais comment tu as eu toutes ces informations? Et je partage encore une fois ce deuxième point commun qu'on a, c'est qu'en effet,
un animal nous rappelle tellement à la vie, chaque instant. Les animaux, ils sont vrais, ils sont dans l'instant, ils vivent. Les animaux ne trichent pas, ils ne se préoccupent pas des codes sociaux. Voilà, ça c'est dit. C'est dit, exactement. On l'a évoqué tout à l'heure, perdre ou gagner, échec ou réussite. Tu penses que c'est peut-être ta victoire à toi d'en avoir créé de ces moments difficiles, d'avoir créé justement cette vie intense aujourd'hui que tu t'octroies et que tu essaies justement de diffuser à tous, notamment à travers tes films? Oui, je pense que déjà j'ai compris que la vie, ça pouvait s'arrêter très vite. Donc il ne fallait pas attendre, on remet toujours, on fera ça demain. Moi je fais ça avec la lessive, je ferai ça demain, mais moi avec les projets qui me tiennent à cœur. Donc j'ai besoin de remplir mon agenda au maximum, parfois trop. Mais parce qu'il faut vivre maintenant, c'est pas demain. Honnêtement, je préfère une vie courte et intense qu'une vie longue et avec peu de péripéties. Et je crois, alors ça va peut-être choquer un peu ce que je vais dire, mais est-ce que tout ce qui m'est arrivé avant n'est pas une chance finalement? C'est pas une chance sur le moment, je préférerais avoir mes parents, je préférerais que tout aille bien, voilà. Mais est-ce que si mon adolescence et ma vie d'adulte s'étaient déroulées sur les mêmes bases que mon enfance, il est certain que j'aurais pas ce goût de l'effort, il est certain que je serais sûrement dans une toute autre vie. Et donc, effectivement, je pense que de chaque traumatisme, chaque épreuve, doit naître quelque chose. On peut s'effondrer, on peut en vouloir à la terre entière, ou on peut dire de toute façon, ça c'est comme ça maintenant, ça ne va pas changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide d'être malheureux? Est-ce qu'on décide d'en vouloir à tout le monde? Est-ce qu'on décide de ne plus rien faire? Est-ce qu'on dit c'est injuste, c'est pas normal, etc. Moi, c'est pas mon leitmotiv. Bon, j'ai compris pourquoi il était notre invité sur Entre vous et moi. Vous aussi, j'imagine. Voilà, les épreuves sont des cadeaux de la vie. Et ça, on est d'accord. Que de points communs. Tu dirais quoi à ce petit garçon, ce collégien qui, en 6e, bien malgré lui, a gagné un concours, le concours du garçon le plus moche de la classe? Et ça, c'était un concours qui avait été inventé par des filles. Oui. Tu lui dirais quoi, là? Au petit garçon? Ouais. On s'en fout. On n'en a rien à foutre. Ouais. J'ai toujours eu d'ailleurs ça en moi. Le jugement des autres ne m'importe absolument pas. Qu'il soit positif ou négatif. Alors évidemment, on reste humain. C'est-à-dire que quand on reçoit des compliments, on est content. Et quand on reçoit des claques, on l'est moins. En fait, cette histoire m'a marqué. Elle ne m'a pas marqué vraiment par rapport au moment où on m'a dit ça. Elle m'a marqué quelques années après, ou quand certaines de ces mêmes filles... Alors, je ne suis pas sûr que j'ai changé tant que ça physiquement, hein, entre la 6e et la 4e ou la 3e, mais où d'un coup, le regard a changé parce que mon statut dans la société avait changé. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je dis souvent, on n'est pas grand-chose. Et en fait, ces métiers, ils sont difficiles parce que... Mais je pense pas que ces métiers... Quand on a un statut, même quand on est avocat, quand on est médecin reconnu, ou même juste médecin, parce que ça classe dans la société, on ne sait pas au départ pourquoi les gens viennent nous voir. On ne sait pas si... Déjà, on ne sait pas s'ils savent vraiment qui on est, ce qu'on fait ou autre. Mais surtout, j'ai bien conscience qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés ou qui se sont intéressés de près ou de loin à moi, ne seraient jamais intéressés à moi si je n'avais pas eu ce statut-là. Donc... qu'on soit considéré comme beau, laid, grand, petit, intelligent, pas intelligent, ça n'a pas grand intérêt. Du moment que toi, tu sais où tu vas et ce que tu veux faire, ce que pensent les autres. Aligné. C'est pas... Ouais, exactement. Un mot, ton mot préféré? En vrai, je ne l'utilise pas souvent, pas assez. Mais mon mot préféré, c'est l'amour. C'est amour. Celui que tu détestes? Hypocrisie. Ton gros mot préféré? Putain. Ouais. Je pense que ça, c'est à peu près 900 fois par jour. Et que dirais-tu à papa et maman?
maintenant, l'instant présent. Merci. Merci pour tout ce qu'ils m'ont donné en étant présent, et pour tout ce qu'ils m'ont appris, les valeurs qu'ils m'ont inculquées, et pour tout ce qu'ils font même maintenant. Parce que, encore une fois, je ne crois pas beaucoup au hasard. Je ne suis pourtant pas spécialement dans la spiritualité ou dans la religion, voilà. Mais quand on s'intéresse un petit peu quand on croit aux signes, la vie est jalonnée de petits indices. Évidemment. Et on est content de les croiser parfois. Évidemment. Alors, est-ce que la confidence a œuvré? Est-ce que tu as réussi à te confier? Comment justement tu t'es ressenti? Que tu as ressenti en fait sur ce fauteuil? Bien, on se sent bien ici. On se sent très bien. On part plus. Hein. C'est beaucoup mieux qu'une séance de psychanalyse. Ouais. Et en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Il faudrait payer, on devrait payer pour être là. Remboursé par la Sécu. Exactement, je suis d'accord. À qui tu laisses le fauteuil là? À qui je laisse le fauteuil? Je ne sais pas. À qui je dois le laisser? Je ne sais pas à qui je le laisse. En tout cas, si je pars et si je devais mettre quelqu'un dedans, il faudrait qu'il y ait 2 places parce que c'est sûr que ce seraient mes parents. Et comme ma maman n'a pas eu la chance de vivre très longtemps, puisqu'elle est décédée à 48 ans, je pense que c'est elle qui mérite d'être là à ma place aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Ça me touche beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.